La fille a grandi en étant traitée comme muette, punie pour quelque chose qu'elle n'a jamais pu expliquer. En l'absence de mots, elle a été ignorée par les médecins, étouffée par les médicaments et réduite au silence par sa belle-mère. Jusqu'à ce qu'un geste simple, une tentative de parole, révèle le secret que tous refusaient de voir. L'écho des pas de Robert Dubois résonnait dans les couloirs vides de l'hôtel particulier, chaque son se perdant sur les hauts murs qui abritaient plus de silence que de vie. À 45 ans, l'homme d'affaires le plus puissant de Paris portait sur ses épaules le poids d'un empire bâti sur des cendres émotionnelles. Ses yeux, autrefois brillants de rêves partagés, ne reflétaient plus que les chiffres et les tableurs qui comblèrent le vide laissé par une perte qui saignait encore en silence. Au premier étage de l'imposante demeure de Neuilly-sur-Seine, Isabelle Dubois jouait seule dans sa chambre remplie de jouets, coûteux que personne ne l'avait jamais vue utiliser avec joie. La fillette de 4 ans avait des cheveux dorés qui cascadaient sur ses épaules délicates et des yeux verts qui semblaient garder des secrets qui ne pourraient jamais être révélés. Depuis 2 ans, depuis le diagnostic qui avait changé sa vie pour toujours, Isabelle vivait dans un monde de gestes et de regards, communiquant à travers des dessins griffonnés sur des cahiers qui s'accumulaient dans les coins de la chambre. Les médecins avaient été catégoriques. La fillette était née avec une condition neurologique qui l'empêchait de développer la parole. Rapport après rapport confirmait le même diagnostic sombre, et Robert, consumé par la douleur d'avoir perdu sa femme dans un accident 3 ans plus tôt, avait accepté cette sentence comme un autre coup cruel du destin. La maison qui résonnait autrefois de rires et de conversations chaleureuses ne respirait plus que le silence pesant de 2 âmes perdues dans leur propre douleur. C'est dans ce décor désolant que Marguerite Fournier entra dans leur vie, comme une brise apparemment rafraîchissante au milieu de l'étouffement émotionnel. Élégante, éloquente et dotée d'un sourire qui conquérait tout le monde lors des événements mondains, elle semblait être exactement ce dont Robert avait besoin pour reconstruire une certaine normalité. À 38 ans, Marguerite possédait une beauté froide et calculée, des cheveux noirs toujours impeccablement coiffés et une garde-robe qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en plusieurs années. Le mariage eut lieu seulement 6 mois après leur première rencontre, une cérémonie discrète qui marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie de la famille Dubois. Pour le monde extérieur, Marguerite était la belle-mère parfaite, attentionnée, dévouée et toujours présente aux événements caritatifs que l'élite parisienne fréquentait. Mais loin des flashs et des regards curieux de la société, le vrai visage de Marguerite se révélait dans de petits gestes cruels, dont seule Isabelle était témoin. La souffrance de la fillette commença de manière subtile. Marguerite découvrit rapidement qu'un enfant qui ne pouvait pas parler ne pouvait pas non plus dénoncer. Les pincements discrets quand Robert ne regardait pas, les repas oubliés qui laissaient Isabelle affamée pendant des heures, les jouets qui disparaissaient mystérieusement quand la fillette les aimait le plus. Chaque acte de cruauté était soigneusement calculé pour ne pas laisser de marques visibles, seulement des cicatrices invisibles qui s'accumulaient dans l'âme fragile de l'enfant. Isabelle apprit rapidement à se cacher lorsqu'elle entendait les talons de Marguerite résonner dans les couloirs. Son petit corps se recroquevillait automatiquement chaque fois que sa belle-mère entrait dans la pièce et ses yeux perdaient le peu d'éclat qui leur restait quand elle réalisait qu'elles allaient être seules. La fillette développa une peur constante qui la faisait trembler durant les nuits froides, lorsque des cauchemars la réveillaient et qu'il n'y avait personne pour la consoler. Robert, plongé dans des réunions interminables et des voyages d'affaires qui lui servaient d'échappatoire à une réalité domestique qu'il ne parvenait pas à affronter, restait inconscient de la souffrance silencieuse de sa fille. Dans les rares moments où ils étaient ensemble, il l'observait avec un mélange d'amour et de culpabilité qui le paralysait émotionnellement. Comment pouvait-il se connecter avec un enfant qui vivait dans un monde qu'il ne comprenait pas? Comment pouvait-il être le père qu'elle méritait alors qu'il était lui-même perdu dans un labyrinthe de douleurs non résolues? Les repas chez les Dubois étaient de véritables théâtres de tensions déguisées. Robert s'asseyait à un bout de la longue table en acajou, concentré sur sa tablette ou son téléphone, tandis que Marguerite occupait l'autre extrémité, entretenant une conversation superficielle sur les événements mondains et les engagements caritatifs. Isabelle restait sur sa chaise spéciale au milieu, trop petite pour atteindre la table correctement, poussant la nourriture dans son assiette tout en sentant le poids du regard glacial de sa belle-mère sur elle.
Ce fut lors d'un de ces repas silencieux qu'Isabelle laissa échapper un petit bruit en renversant accidentellement son verre de jus. Le liquide violet se répandit sur la nappe brodée coûteuse, créant une tache qui semblait plus grande qu'elle ne l'était réellement. Robert leva les yeux un instant, soupira et retourna à ses emails sur son portable. Marguerite, cependant, fixa sur la fillette un regard qui aurait pu couper du verre, et celle-ci baissa immédiatement la tête et se mit à trembler. Cette nuit-là, lorsque Robert sortit pour une autre réunion d'affaires qui se prolongerait jusqu'à tard, Marguerite conduisit Isabelle dans sa chambre. La punition prit la forme de mots venimeux murmurés à l'oreille de l'enfant, des mots qui disaient qu'elle était un fardeau pour son père, que son handicap faisait honte à la famille, qu'il vaudrait mieux qu'elle disparaisse tout simplement. Isabelle, incapable de répondre ou de se défendre, pleura en silence jusqu'à s'endormir d'épuisement. Les employés de la maison commencèrent à remarquer des changements dans le comportement de la fillette. La cuisinière, Madame Thérèse, une dame de 60 ans qui travaillait pour la famille depuis plus d'une décennie, remarqua comment Isabelle évitait la cuisine lorsque Marguerite était dans les parages. Le jardinier commenta au chauffeur que la fillette ne jouait plus dans le jardin qu'elle aimait tant auparavant. Mais tous craignaient l'autorité croissante de Marguerite dans la maison, qui prit peu à peu le contrôle des décisions domestiques avec une main de fer déguisée en élégance. Robert, quand il ne voyageait pas, passait de longues heures dans son bureau au rez-de-chaussée de la demeure, une pièce lambrissée de bois sombre où il menait des visioconférences avec des dirigeants de tout le pays. Les murs étaient décorés de diplômes et de récompenses attestant de sa réussite professionnelle, mais il n'y avait pas une seule photo de sa fille dans cet environnement qui aurait dû représenter ses plus importantes réalisations. L'absence d'Isabelle dans cet espace symbolisait parfaitement le gouffre émotionnel qui s'était creusé entre le père et la fille. C'est dans la solitude de sa chambre qu'Isabelle trouvait ses seuls moments de paix relative. Assise sur le tapis moelleux rose, elle passait des heures à dessiner avec des craies grasses colorées que son père lui avait offertes lors d'un de ses rares gestes d'attention. Ces dessins représentaient toujours la même scène. Une petite fille et une figure féminine beaucoup plus grande, avec des gribouillis sombres autour de la grande figure qui semblait représenter quelque chose de menaçant. Lorsque Marguerite découvrit les dessins, ils disparurent mystérieusement, ainsi que les crayons de couleur. L'isolement d'Isabelle s'intensifia lorsque Marguerite commença à annuler les quelques activités sociales que la fillette maintenait encore. Les séances avec l'orthophoniste furent temporairement suspendues en raison de conflits d'agenda qui n'avaient jamais existé. Les visites des cousins se firent de plus en plus rares, toujours annulées, pour des raisons que Marguerite inventait à la dernière minute. Peu à peu, Isabelle devint prisonnière dans sa propre maison, entièrement dépendante de la bonne volonté d'une femme qui ne possédait pas la moindre goutte de compassion. La situation atteignit un point critique lorsqu'Isabelle, dans un moment de désespoir, tenta d'attirer l'attention de son père par le seul moyen qu'elle connaissait. Lors d'un des rares dîners où Robert était présent et pas complètement absorbé par son travail, la fillette commença à faire des gestes frénétiques, pointant Marguerite puis elle-même, essayant de communiquer quelque chose d'urgent. Robert observa quelques secondes, confus, mais avant qu'il ne puisse essayer de comprendre, Marguerite intervint avec un faux sourire. « Chérie, Isabelle doit être fatiguée. Et si je l'emmenais se coucher plus tôt ce soir ?» La voix de Marguerite était mielleuse, mais ses yeux lançaient des avertissements glaciaux à la fillette, qui cessa immédiatement de gesticuler et baissa la tête en signe de résignation. Robert, soulagé de ne pas avoir à affronter une autre situation qu'il ne savait pas gérer, hocha simplement la tête et retourna son attention aux documents étalés sur la table. Cette nuit-là, la punition de Marguerite fut particulièrement cruelle. Isabelle fut privée de dîner et enfermée dans sa chambre, les lumières éteintes, forcée d'affronter l'obscurité qui intensifiait ses peurs. La fillette resta recroquevillée dans un coin, serrant contre elle le seul jouet qu'elle avait réussi à cacher à Marguerite. Un petit ours en peluche marron qui avait appartenu à sa mère. C'est à travers cet objet qu'Isabelle maintenait en vie le seul souvenir chaleureux qu'elle possédait, murmurant des mots silencieux au jouet, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre transmettre ses suppliques à quelqu'un qui pourrait la sauver. Ce qu'Isabelle ignorait, c'est que ces suppliques silencieuses
était sur le point d'être entendue, mais d'une manière qui allait tout changer pour toujours. Le lundi matin apporta un changement que personne dans la demeure des Dubois ne s'attendait. Carmen Lefebvre, une femme de 42 ans, aux mains calleuses par le travail et aux yeux qui révélaient une sagesse acquise au fil des années, à s'occuper d'enfants dans des familles aisées, franchit les grilles de la propriété, portant une petite valise en cuir usé et un cœur plein d'attentes. Son apparence simple contrastait radicalement avec l'environnement luxueux. Des cheveux grisonnants attachés en un chignon pratique, un uniforme modeste et des chaussures confortables qui trahissaient sa priorité pour le travail bien fait plutôt que pour les apparences. Carmen avait été engagée par Robert lors d'un des rares moments où il s'était consacré aux questions domestiques. L'employée précédente avait démissionné brusquement, invoquant des raisons personnelles qui n'avaient jamais été éclaircies, laissant un vide dans les soins quotidiens de la maison. Robert, pressé par ses engagements professionnels et la nécessité de maintenir la maison en état de marche, avait accepté la recommandation de sa secrétaire sans poser beaucoup de questions sur la nouvelle recrue. Marguerite accueillit Carmen à la porte d'entrée avec un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux, montrant déjà son irritation de ne pas avoir participé au processus de sélection. « Vous devez être la nouvelle employée », dit-elle d'un ton qui mêlait condescendance et avertissement. « J'espère que vous comprenez que cette maison a des standards très spécifiques. La famille Dubois attache une grande importance à la discrétion et à l'efficacité absolue. » Les mots sonnaient plus comme une menace qu'une directive, et Carmen perçut immédiatement la tension qui émanait de la femme élégante en face d'elle. Pendant sa première journée de travail, Carmen fut initiée aux routines de la maison et à ses responsabilités, qui comprenaient le nettoyage général, l'organisation des pièces et l'aide aux tâches ménagères de base. Marguerite mena la visite de la demeure avec des mouvements calculés, expliquant des règles strictes sur les horaires, les zones autorisées et le comportement attendu. « La fille de M. Dubois a des besoins spéciaux », expliqua-t-elle avec une froideur qui fit frissonner Carmen. « Elle ne parle pas et nécessite des soins spécifiques. Je préfère que vous gardiez vos distances avec elle pour éviter toute confusion. » La première fois que Carmen vit Isabelle, ce fut en nettoyant le couloir du premier étage. La fillette était assise par terre dans sa chambre, observant par la porte entr'ouverte, pendant que Carmen passait l'aspirateur. Il y avait quelque chose dans les yeux verts de l'enfant qui toucha immédiatement le cœur expérimenté de l'employé, une tristesse profonde qui ne devrait pas exister dans le regard de quelqu'un de si jeune. Isabelle resta immobile, comme une petite statue de porcelaine, mais Carmen remarqua comment ses yeux suivaient chaque mouvement, avec une intelligence qui semblait contredire les informations qu'elle avait reçues sur ses limitations. Au fil des jours, Carmen commença à observer des schémas troublants dans le comportement de la famille. Robert restait absent la plupart du temps, partant tôt pour le bureau et rentrant tard, souvent après qu'Isabelle soit déjà endormie. Quand il était présent, il évitait le contact visuel prolongé avec sa fille, comme si sa présence était un rappel douloureux de responsabilité qu'il ne savait pas comment assumer. Ses interactions se limitaient à des gestes mécaniques, un baiser rapide sur le front, une caresse distraite dans les cheveux, des mots murmurés qui sonnaient plus comme des excuses que des démonstrations d'affection. Marguerite, en revanche, maintenait une présence oppressante qui s'intensifiait chaque fois que Robert n'était pas là. Carmen fut témoin de moments qui la laissèrent profondément inquiète, la belle-mère tirant Isabelle par le bras avec plus de force que nécessaire lorsque la fillette renversait de l'eau par terre, des murmures durs à l'oreille de l'enfant qui faisaient trembler ses petites épaules, des regards glacials qui transformaient le visage enfantin en un masque de peur. Chaque épisode était soigneusement exécuté loin des yeux de Robert et des autres employés, mais Carmen, avec son expérience de la lecture des dynamiques familiales complexes, commença à relier les points d'un tableau terrible. Ce qui intrigua le plus Carmen, ce furent les réactions d'Isabelle à des stimuli qui semblaient passer inaperçus de tous les autres. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le salon, Carmen fit tomber accidentellement une pile de livres lourds sur le sol en marbre. Le son résonna dans la maison comme un coup de tonnerre, et à sa grande surprise, elle vit Isabelle apparaître en haut de l'escalier, regardant directement dans la direction d'où provenait le bruit. La fillette resta là quelques secondes, traitant clairement le son avant que Marguerite n'apparaisse derrière elle
et ne la ramène dans sa chambre d'un geste brusque. Intriguée par cette réaction, Carmen commença à faire des expériences discrètes. Quand Isabelle était à proximité, elle laissait tomber des objets exprès, claquait des portes avec différentes intensités et déplaçait des meubles lourds. À sa surprise croissante, la fillette réagissait de manière constante aux sons graves et aux fortes vibrations. Ce n'étaient pas des réactions évidentes qui attireraient l'attention, mais de petits mouvements de la tête, des changements de posture et surtout une orientation claire du regard vers la source du bruit. C'était comme si Isabelle vivait dans un monde de sons sélectifs, ne captant que des fréquences spécifiques qui traversaient sa barrière auditive. La découverte la plus révélatrice eut lieu lors d'un après-midi pluvieux, alors que Carmen cirait les meubles de la salle à manger. Isabelle jouait seule dans un coin de la pièce, avec quelques cubes colorés, apparemment indifférente au monde qui l'entourait. Carmen alluma l'aspirateur industriel, une machine puissante qui produisait des vibrations intenses à travers le sol. Immédiatement, Isabelle leva la tête et commença à regarder autour d'elle, clairement perturbée par le stimulus. Lorsque Carmen éteignit l'appareil, la fillette retourna à ses cubes, mais il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait un niveau de conscience auditive qui contredisait complètement le diagnostic de surdité totale. Ces observations commencèrent à former un schéma qui laissa Carmen de plus en plus convaincue qu'il y avait quelque chose de fondamentalement erroné dans la situation d'Isabelle. La fillette ne réagissait pas seulement à des sons spécifiques, mais elle démontrait également une compréhension claire des situations complexes qui l'entouraient. Lorsque Marguerite entrait dans la pièce, Isabelle se rétractait automatiquement et baissait les yeux, comme un enfant qui a appris à anticiper une punition. Lorsque Robert apparaissait, elle s'animait timidement, comme si elle voulait s'approcher mais ne savait pas comment. Ce n'étaient non pas les comportements d'un enfant atteint de graves troubles cognitifs, mais bien ceux d'une fillette effrayée qui avait appris à se cacher en silence. Le comportement de Marguerite envers Isabelle devint de plus en plus suspect aux yeux attentifs de Carmen. La belle-mère semblait obsessionnellement concentrée sur le maintien de l'isolement et du silence de la fillette, interceptant toute tentative de Carmen de s'approcher de l'enfant. Isabelle se fatigue facilement, était son excuse constante. Il vaut mieux la laisser se reposer. Mais Carmen remarqua que les périodes de repos coïncidèrent souvent avec des moments où la fillette montrait des signes de vouloir interagir avec d'autres personnes. Lors d'un après-midi particulièrement chaud, Carmen trouva Isabelle seule dans la cuisine, essayant d'atteindre un verre d'eau sur le comptoir élevé. La fillette était sur la pointe des pieds, tendant ses petits bras dans une tentative désespérée d'atteindre l'objet. Carmen s'approcha doucement, prit le verre et le remplit d'eau fraîche, l'offrant à l'enfant avec un sourire chaleureux. Isabelle la regarda avec une expression de surprise sincère, comme si elle n'était pas habituée à recevoir de l'aide sans arrière-pensée. Elle but l'eau avidement, clairement assoiffée, et quand elle eut terminé, elle fit quelque chose qui laissa Carmen complètement stupéfaite. Isabelle s'approcha timidement, tendit sa petite main et toucha doucement le bras de Carmen, en maintenant un contact visuel direct. Ensuite, elle se désigna elle-même puis Carmen, répétant le geste plusieurs fois. C'était une forme claire de communication, un remerciement gestuel qui démontrait non seulement une compréhension sociale, mais aussi un désir sincère de connexion humaine. Carmen sentit des larmes se former dans ses yeux, en réalisant le niveau d'isolement dans lequel vivait cet enfant, entouré de personnes qui ne pouvaient ou ne voulaient pas voir sa pleine humanité. Le moment fut brusquement interrompu par l'arrivée de Marguerite qui entra dans la cuisine comme une tempête. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix était glaciale, et Isabelle s'éloigna immédiatement de Carmen, retournant à son état de repli automatique. « Isabelle, tu sais que tu ne dois pas rester seule dans la cuisine. Viens avec moi immédiatement. » Marguerite prit la fillette par le poignet avec une force qui fit frémir Carmen et la conduisit hors de la pièce, mais pas avant de lancer un regard d'avertissement à l'employé qui signifiait clairement que cette interaction ne devait pas se répéter. Cette nuit-là, Carmen ne put dormir. Les pièces d'un puzzle terrible commençaient à s'assembler dans son esprit. Un enfant qui n'était manifestement pas complètement sourd, qui faisait preuve d'intelligence et de besoin de connexion, mais qui vivait sous l'oppression d'une femme qui semblait déterminée à la maintenir silencieuse et isolée.
L'employé commença à remettre en question non seulement le diagnostic d'Isabelle, mais aussi les véritables intentions de Marguerite envers la fillette. La situation atteignit un point critique lorsque Carmen fut témoin de quelque chose qui changea complètement sa perspective. C'était en fin d'après-midi et elle rangeait la bibliothèque lorsqu'elle entendit des bruits étranges venant de l'étage supérieur. Montant silencieusement les escaliers, Carmen vit à travers la porte entr'ouverte de la chambre d'Isabelle une scène qui la laissa horrifiée. Marguerite était agenouillée à côté du lit de la fillette, lui murmurant des mots venimeux tout en tenant fermement les petits poignets de l'enfant. « Tu es un poids mort dans cette famille ?» Les mots sortaient des lèvres de Marguerite comme des serpents. « Ton père a honte de toi. Si tu pouvais parler, tu ne dirais que des bêtises de toute façon. Il vaut mieux que tu restes silencieuse pour toujours, car personne ne veut entendre ce qu'un enfant défectueux a à dire. » Isabelle tremblait visiblement, des larmes silencieuses coulant sur ses joues alors qu'elle essayait de se libérer de l'emprise douloureuse. Carmen sentit une vague de nausée et d'indignation qui la poussa presque à intervenir immédiatement. Mais une voix intérieure l'avertit de la nécessité de la prudence. Elle avait besoin de plus de preuves, d'un plan, d'un moyen de protéger Isabelle sans mettre la fillette dans un danger encore plus grand. S'éloignant silencieusement, Carmen prit une décision qui allait changer le cours de tout. Elle allait documenter tout ce dont elle serait témoin et trouver un moyen d'alerter Robert sur ce qui se passait réellement dans sa propre maison. Ce que Carmen n'imaginait pas, c'est qu'Isabelle, même au milieu de sa terreur silencieuse, avait remarqué la présence de l'employé à la porte et, pour la première fois depuis des années, sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans son petit cœur brisé. Les jours suivants se transformèrent en une danse dangereuse d'observation et de prudence pour Carmen. L'employé avait pris la décision de documenter discrètement chaque épisode suspect dont elle était témoin, emportant avec elle un petit carnet où elle notait les heures, les comportements et les détails qui pourraient servir de preuve de ce qui se passait réellement dans la demeure des Dubois. Chaque page qu'elle remplissait représentait une pièce de plus du puzzle hanté qu'était devenue la vie d'Isabelle. Robert continuait sa routine d'absence prolongée, mais Carmen commença à prêter une attention particulière au moment où il interagissait avec sa fille. Lors d'un petit déjeuner silencieux, elle observa comment il évitait de regarder directement Isabelle, gardant les yeux fixés sur le journal financier, pendant que la fillette jouait timidement avec les céréales dans son assiette. Il y avait une tension palpable dans l'air chaque fois que le père et la fille partagèrent le même espace, comme s'ils étaient tous deux prisonniers d'une danse douloureuse d'amour non exprimé et de culpabilité non résolue. L'occasion que Carmen attendait se présenta un jeudi pluvieux, lorsque Robert rentra plus tôt du bureau en raison d'un rendez-vous annulé. Marguerite était sortie pour l'un de ces interminables déjeuners caritatifs, laissant Isabelle seule dans sa chambre. Carmen profita de ce moment pour s'approcher de Robert, qui était dans son bureau en train de réviser des documents. Elle frappa doucement à la porte et entra avec un plateau de café, feignant une visite de service de routine. « Monsieur Dubois », commença Carmen d'une voix hésitante, « puis-je vous poser une question sur la petite Isabelle ?» Robert leva les yeux de ses papiers, semblant surpris que quelqu'un mentionne sa fille. Carmen remarqua comment ses yeux se remplirent d'une profonde tristesse au moment où le nom d'Isabelle fut prononcé. « Bien sûr, Carmen. Que voudriez-vous savoir ?» Sa voix semblait fatiguée, comme celle d'un homme portant un fardeau qu'il ne savait pas comment partager. Carmen choisit ses mots avec soin. « J'ai de l'expérience avec les enfants ayant des besoins spéciaux, monsieur, et j'ai remarqué certains comportements chez Isabelle qui me semblent intéressants. » Elle observa comment Robert se redressa sur sa chaise, une étincelle de ce qui pourrait être de l'espoir brillant dans ses yeux. « Quel genre de comportement ?» demanda-t-il, son attention désormais entièrement concentrée sur la conversation. « Elle semble réagir à certains sons, monsieur. Des sons graves, des vibrations. Hier, quand j'utilisais l'aspirateur, elle a tourné la tête dans la direction exacte du bruit. Et quand la porte d'entrée a claqué avec le vent, elle a immédiatement regardé vers l'entrée. » Carmen fit une pause, observant comment Robert absorbait ces informations. « J'ai travaillé avec des enfants qui ont une perte auditive partielle, et les comportements d'Isabelle me semblent plus cohérents avec cela qu'avec une surdité complète. » Robert resta silencieux un long moment, traitant les mots de Carmen.
Les médecins ont été catégoriques sur le diagnostic, dit-il finalement, mais il y avait une incertitude dans sa voix qui n'existait pas auparavant. 3 spécialistes différents ont confirmé qu'elle ne peut pas entendre. Carmen hocha la tête respectueusement, mais ne recula pas. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, parfois les diagnostics peuvent être révisés. La médecine progresse et de nouvelles perspectives peuvent révéler des choses qui étaient passées inaperçues auparavant. » La conversation fut interrompue par le son de la porte d'entrée se fermant, annonçant le retour de Marguerite. Robert changea immédiatement de posture, comme s'il avait été surpris en train de faire quelque chose d'interdit. « Merci pour vos observations, Carmen, » dit-il rapidement, retournant son attention au document. « Je vais considérer ce que vous avez dit. » Carmen perçut le changement brusque et se retira, mais pas avant de remarquer comment la simple mention de remettre en question le diagnostic d'Isabelle avait semé une graine de doute dans l'esprit du père. Marguerite entra dans la maison avec une énergie agitée qui mit immédiatement tous les employés en alerte. Ses yeux parcoururent la maison comme un prédateur cherchant des signes que quelque chose avait échappé à son contrôle pendant son absence. Elle monta directement dans la chambre d'Isabelle, où la fillette était assise par terre, essayant de monter un puzzle simple avec de grandes pièces. « Où étais-tu pendant que j'étais sortie ?» demanda Marguerite, sa voix tranchante comme une lame. Isabelle leva les yeux, confuse par la question qui n'avait aucun sens. Elle était restée dans sa chambre tout le temps, comme toujours. Marguerite interpréta le silence comme un défi et s'agenouilla à côté de la fillette, lui prenant le menton avec une force inutile. « As-tu parlé à quelqu'un? As-tu fait du bruit? As-tu essayé d'attirer l'attention ?» Les questions sortaient comme des accusations, et Isabelle se mit à trembler, ne comprenant pas ce qu'elle avait fait de mal cette fois. Carmen, qui nettoyait le couloir voisin, entendit la tension dans la voix de Marguerite et s'approcha discrètement. À travers la porte entr'ouverte, elle vit Marguerite tenir Isabelle par les épaules, la secouant légèrement. « Tu es une enfant muette et sourde, » murmurait Marguerite avec une intensité troublante. « Ne l'oublie jamais. Si tu essayes de faire quoi que ce soit pour suggérer le contraire, les conséquences seront terribles pour toi et pour ton père. » Isabelle ne comprenait pas complètement les mots, mais elle comprenait parfaitement la menace dans le ton et les gestes de Marguerite. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues alors qu'elle hochait la tête en signe d'accord désespéré. Carmen sentit son cœur se briser en assistant à cette scène de manipulation psychologique cruelle. Il était clair que Marguerite terrorisait délibérément la fillette, la maintenant dans un état de peur constant qui garantissait son silence. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit retiré, Carmen prit une décision courageuse. Elle monta silencieusement dans la chambre d'Isabelle et trouva la porte entr'ouverte. La fillette était allongée dans son petit lit, serrant son ours en peluche mais clairement éveillée. Carmen entra prudemment et s'assit sur le bord du lit. Isabelle la regarda avec surprise, mais ne montra aucune peur, comme si elle reconnaissait en Carmen une présence différente des autres. Carmen commença un test simple. Elle frappa doucement dans ses mains, et Isabelle ne réagit pas. Elle frappa plus fort, et il n'y eut toujours aucune réaction. Mais lorsque Carmen frappa ses poings fermés contre le côté du lit, créant une vibration profonde qui se propagea à travers le matelas, Isabelle tourna immédiatement la tête dans sa direction. Les yeux de la fillette rencontrèrent ceux de Carmen, et pendant un instant, il y eut une communication silencieuse entre elles qui confirma tous les soupçons de l'employé. Encouragée par cette réaction, Carmen continua ses tests discrets. Elle frappa sur le mur avec différentes intensités, observant comment Isabelle ne réagissait de manière constante qu'aux sons les plus graves et aux vibrations les plus fortes. C'était comme si la fillette vivait dans un monde où seules certaines fréquences parvenaient à pénétrer une barrière auditive partielle. Carmen réalisa qu'Isabelle n'était pas complètement sourde, mais qu'elle avait plutôt une perte auditive sélective qui avait été incorrectement diagnostiquée comme une surdité totale. Plus important encore, Carmen remarqua quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'elle murmurait le nom d'Isabelle à des tons très bas, la fillette montrait de subtils signes de reconnaissance. Ce n'était pas une réaction évidente que n'importe qui remarquerait, mais Carmen, avec son expérience, reconnut les micro-mouvements des yeux et les petits changements de posture qui indiquaient un traitement auditif. Isabelle entendait, au moins partiellement, et avait été conditionnée à cacher cette capacité.
Carmen décida de faire un dernier test. Elle se pencha près de la fillette et murmura très doucement « Isabelle, est-ce que tu m'entends ?» La réaction fut subtile, mais indubitable. Isabelle cligna des yeux 2 fois rapidement. Un schéma qui se répéta lorsque Carmen murmura à nouveau « Cligne des yeux 2 fois si tu m'entends ». Les clignements vinrent immédiatement, accompagnés d'un regard qui mêlait peur et soulagement d'être enfin comprise. Le cœur de Carmen s'accéléra avec cette confirmation. Isabelle pouvait non seulement entendre partiellement, mais elle comprenait aussi des instructions simples et était capable de répondre de manière coordonnée. La fillette avait été réduite au silence par une combinaison de diagnostic médical incorrect et de terrorisme psychologique de la part de sa belle-mère. Carmen murmura une fois de plus « Tu es en sécurité avec moi. Je vais t'aider. » Isabelle ferma les yeux et une larme solitaire coula sur sa joue, la première démonstration d'espoir qu'elle avait connue depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, Carmen intensifia ses observations sur la dynamique familiale. Elle remarqua comment Marguerite contrôlait méticuleusement les interactions d'Isabelle avec les autres, intervenant toujours lorsque la fillette montrait des signes de vouloir communiquer. Lors d'une visite de routine du pédiatre, Carmen vit Marguerite répondre à toutes les questions sur Isabelle, ne permettant jamais au médecin d'observer directement les comportements de l'enfant ou de faire des tests indépendants. Le schéma de contrôle de Marguerite s'étendait à tous les aspects de la vie d'Isabelle. La belle-mère avait entièrement pris en charge les soins médicaux de la fillette, étant celle qui programmait les rendez-vous, administrait les médicaments et prenait les décisions concernant les traitements. Robert, surchargé de travail et de culpabilité émotionnelle, avait entièrement transféré ses responsabilités à Marguerite sans remettre en question ses décisions ni chercher de seconds avis médicaux. Carmen découvrit qu'Isabelle prenait une quantité importante de médicaments chaque jour, administrés par Marguerite, à des heures précises. Lorsqu'elle tenta discrètement de lire les étiquettes des flacons dans la salle de bain d'Isabelle, elle fut alarmée de découvrir que certains étaient des sédatifs légers prescrits pour anxiété et agitation. Pour un enfant de 4 ans, la quantité semblait excessive, et Carmen commença à soupçonner que les médicaments pourraient être utilisés pour maintenir Isabelle dans un état de léthargie qui facilitait son contrôle. La situation devint encore plus troublante lorsque Carmen vit Marguerite administrer des médicaments supplémentaires chaque fois qu'Isabelle montrait des signes de plus grande vivacité ou de curiosité. C'était comme si la belle-mère supprimait chimiquement toute démonstration de personnalité ou d'énergie de la fillette. Carmen réalisa que cela pourrait expliquer en partie l'apathie apparente d'Isabelle et son manque de réaction plus évidente aux stimuli auditifs. Le moment décisif arriva un après-midi où Robert arriva de manière inattendue et trouva Isabelle seule dans le salon, Marguerite étant partie pour un autre de ses engagements sociaux. Carmen observa à travers la porte de la cuisine comment le père et la fille se retrouvèrent face à face dans un rare moment d'intimité. Robert s'assit lourdement dans un fauteuil, regardant sa fille qui jouait sur le tapis avec des cubes colorés. « Isabelle », dit-il doucement, et Carmen vit la fillette lever légèrement la tête. Robert ne remarqua pas la réaction subtile, mais Carmen, si. Il continua de parler, sa voix chargée d'émotion. « Je suis désolé, ma petite. Je suis désolé de ne pas savoir comment être le père dont tu as besoin. » Ces mots étaient un murmure brisé, une confession douloureuse d'un homme perdu dans sa propre douleur. Isabelle arrêta de jouer et regarda directement son père. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Carmen reconnut comme de la compréhension et de la compassion. La fillette se leva lentement et s'approcha de Robert, tendant une de ses petites mains pour toucher son genou. Le geste était si simple, mais si chargé de sens, que Robert sentit des larmes se former dans ses yeux. C'est à ce moment que Carmen réalisa qu'Isabelle non seulement entendait partiellement, mais comprenait aussi des émotions complexes et ressentait un amour profond pour son père qu'elle ne pouvait pas exprimer en mots. La tragédie ne résidait pas seulement dans la condition médicale de la fillette, mais dans l'isolement émotionnel qui empêchait le père et la fille de se connecter véritablement. Et Marguerite était l'architecte de toute cette souffrance, manipulant la situation pour les maintenir tous deux prisonniers de leur propre douleur. Carmen prit la décision finale cette nuit-là.
Elle devait trouver un moyen de révéler la vérité à Robert, quelles que soient les conséquences personnelles qu'elle pourrait encourir. Carmen passa 2 nuits sans dormir, élaborant un plan pour aborder Robert sans éveiller les soupçons de Marguerite. L'occasion se présenta un vendredi, lorsque Marguerite annonça au petit déjeuner qu'elle passerait le week-end dans une retraite spirituelle exclusive à Deauville, une décision qui sembla surprendre même Robert. « J'ai besoin de temps pour renouveler mes énergies », déclara-t-elle de sa voix mélodieuse, embrassant le front de Robert avant d'ignorer complètement Isabelle. « Vous vous en sortirez bien sans moi, n'est-ce pas ?» Robert hocha la tête mécaniquement, déjà habitué aux absences régulières de sa femme, mais Carmen remarqua une ombre de soulagement traverser le visage d'Isabelle lorsque Marguerite mentionna son départ. C'était la première fois que l'employé voyait quelque chose de proche de la paix dans les yeux de la fillette. Marguerite partit en début d'après-midi, emportant une valise coûteuse et laissant derrière elle une liste détaillée d'instructions pour Carmen, y compris les heures exactes des médicaments d'Isabelle et un avertissement subtil sur le fait de maintenir la routine strictement comme d'habitude. Avec Marguerite hors de scène, Carmen eut enfin la chance qu'elle attendait. Robert s'était installé dans son bureau pour travailler, comme d'habitude, mais Isabelle était plus animée que Carmen ne l'avait jamais vue. La fillette jouait dans le jardin, courant entre les fleurs et semblant véritablement heureuse pour la première fois depuis l'arrivée de Carmen. C'était comme si un poids invisible avait été retiré de ses petites épaules, permettant à sa personnalité naturelle d'émerger des ombres de la peur. Carmen profita de ce moment pour mettre son plan à exécution. Elle s'approcha d'Isabelle dans le jardin et commença une série de tests plus élaborés qu'elle avait soigneusement planifiés. D'abord, elle frappa dans ses mains à différents rythmes et volumes, observant les réactions de la fillette. Isabelle ne répondait pas aux applaudissements doux, mais réagissait clairement au bruit plus intense. Ensuite, Carmen se mit à chanter à voix basse et vit comment les yeux d'Isabelle se tournèrent vers elle, démontrant non seulement une audition partielle, mais aussi un intérêt musical. Le moment le plus révélateur eut lieu lorsque Carmen murmura le nom de la mère décédée d'Isabelle, Maman Lucie, un nom qu'elle avait entendu Robert mentionner dans des moments de tristesse. Isabelle arrêta immédiatement de jouer et regarda directement Carmen, ses yeux se remplissant de larmes. La réaction fut si intense et spécifique qu'elle ne laissa aucun doute. Isabelle pouvait non seulement entendre partiellement, mais elle traitait et comprenait aussi des mots ayant une signification émotionnelle profonde. Encouragée par ces résultats, Carmen prit la décision de tout documenter en vidéo à l'aide de son téléphone portable. Elle répéta les tests en filmant discrètement, capturant les réactions claires d'Isabelle à différents stimuli auditifs. Le matériel obtenu était une preuve irréfutable que le diagnostic médical était incorrect et qu'Isabelle possédait des capacités auditives qui avaient été complètement ignorées ou supprimées. Avec les preuves en main, Carmen se dirigea vers le bureau de Robert. Elle frappa à la porte le cœur battant, sachant que ce moment pourrait tout changer pour Isabelle ou entraîner son licenciement immédiat. Robert la reçut avec sa courtoisie habituelle, mais Carmen remarqua qu'il semblait plus détendu en l'absence de Marguerite, comme s'il ressentait lui aussi un soulagement avec le départ temporaire de sa femme. « Monsieur Dubois », commença Carmen d'une voix ferme, bien que ses mains tremblent légèrement. « Je dois vous parler d'Isabelle. C'est très important. » Robert leva les yeux de ses documents et Carmen vit un mélange de curiosité et d'appréhension dans son expression. « J'ai découvert des choses que je crois que vous devez savoir sur votre fille, » continua-t-elle en sortant son téléphone de sa poche. Carmen montra les vidéos à Robert, expliquant chaque réaction d'Isabelle et partageant ses observations professionnelles sur la perte auditive partielle par rapport à la surdité complète. Robert regarda en silence, son visage passant progressivement du scepticisme à l'incrédulité, et enfin à une émotion brute qu'il tentait de contenir. « Cela signifie qu'elle peut... » commença-t-il, mais sa voix se brisa. « Oui, monsieur. Isabelle peut entendre partiellement, surtout les sons graves et les vibrations. Et il y a plus. » Carmen prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai des raisons de croire qu'elle est surmédicamentée, possiblement pour la maintenir dans un état de léthargie qui facilite le contrôle. » Elle choisit ses mots avec soin, mais Robert était assez intelligent pour comprendre les implications.
Robert resta silencieux un long moment, traitant des informations qui changeaient complètement sa compréhension de sa fille. « Les médecins ont été catégoriques », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Carmen. « 3 spécialistes différents. Comment est-ce possible ?» Carmen suggéra gentiment que les diagnostics médicaux pouvaient être révisés, surtout lorsqu'ils étaient basés sur des examens réalisés quand Isabelle était encore plus jeune et possiblement sous l'effet de médicaments. La conversation fut interrompue par la sonnerie urgente du téléphone de Robert. C'était Marguerite, appelant de sa retraite pour vérifier comment les choses se passaient. Robert répondit mécaniquement, mais Carmen pouvait entendre la voix de la femme de l'autre côté de la ligne, posant des questions spécifiques sur Isabelle et sur les activités de la maison. C'était comme si elle sentait instinctivement que quelque chose se passait en son absence, une perception prédatrice qui donna des frissons à Carmen. Après avoir raccroché, Robert resta pensif plusieurs minutes. Carmen pouvait voir la lutte interne qui se déroulait dans son esprit. Des années d'acceptation du diagnostic médical et de l'autorité de Marguerite, confrontées à des preuves suggérant une réalité complètement différente. « Si ce que vous dites est vrai, dit-il finalement, cela signifie qu'Isabelle a souffert inutilement, que j'ai échoué avec elle, d'une manière encore plus profonde. » Carmen tenta de le consoler, expliquant qu'il avait agi sur la base des informations qu'il possédait, mais Robert était visiblement bouleversé. La possibilité que sa fille ait des capacités qu'il n'avait jamais explorées, qu'elle puisse communiquer de manière qu'il n'avait jamais essayée, qu'elle soit réduite au silence artificiellement, était dévastatrice pour un homme qui portait déjà le poids de la culpabilité pour son absence émotionnelle. Cette nuit-là, Robert prit une décision qui surprit même Carmen. Il annula tous les médicaments d'Isabelle et demanda à Carmen de l'aider à observer les réactions de la fillette. Ils passèrent la nuit à faire des tests doux, à parler à Isabelle à voix basse et à offrir des stimuli auditifs variés. Les réactions de la fillette devinrent progressivement plus évidentes au fil des heures, comme si elle émergeait d'un état de torpeur médicamenteuse. Le moment le plus émouvant eut lieu lorsque Robert s'assit par terre à côté d'Isabelle et commença à raconter une histoire sur sa mère, Lucie. Utilisant une voix basse et mélodieuse, il décrivit comment Lucie avait l'habitude de chanter pour Isabelle quand elle était bébé, comment elle rêvait d'apprendre à sa fille à jouer du piano, comment elle avait toujours cru qu'Isabelle était spéciale, d'une manière que les médecins ne pouvaient pas comprendre. Isabelle resta complètement immobile pendant le récit, ses yeux fixés sur son père, comme si elle absorbait chaque mot. Quand Robert termina l'histoire, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Isabelle s'approcha lentement de lui, posa ses petites mains sur le visage de son père et fit un son. Ce n'était pas un mot clair, mais c'était définitivement un son vocal, un gémissement doux qui portait une charge émotionnelle intense. Robert sentit des larmes couler sur ses joues en réalisant que sa fille essayait de communiquer verbalement pour la première fois en sa présence. Carmen documenta discrètement ce moment, sachant que ce serait une preuve cruciale du potentiel d'Isabelle. La fillette continua à faire de petits sons, expérimentant avec sa voix d'une manière qui suggérait qu'elle possédait des capacités vocales qu'on ne l'avait jamais encouragée à développer. C'était comme si elle redécouvrait des parties d'elle-même qui avaient été systématiquement supprimées. Le week-end passa rapidement, Robert consacrant tout son temps à sa fille pour la première fois depuis des années. Ils explorèrent le jardin ensemble, jouèrent avec des cubes colorés, et Robert continua de raconter des histoires sur Lucie. Isabelle répondait de plus en plus, non seulement avec des sons, mais avec des gestes complexes et des expressions faciales qui révélaient une intelligence émotionnelle profonde qui avait été complètement ignorée. Mais le bonheur temporaire prit fin le dimanche soir, lorsque Marguerite revint de son voyage. Elle entra dans la maison avec son élégance habituelle, mais Carmen remarqua immédiatement comment ses yeux scannèrent l'environnement, cherchant des signes de changement. Isabelle, qui avait passé le week-end radieuse, se rétracta immédiatement en voyant sa belle-mère comme un animal qui reconnaît un prédateur. Marguerite remarqua le changement subtil dans l'énergie de la maison et dans le comportement d'Isabelle. Ses yeux se plissèrent en voyant le père et la fille, assis proches sur le canapé du salon, une proximité qui n'existait pas avant son départ. « Comment s'est passé le week-end » demanda-t-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. «
J'espère qu'Isabelle s'est bien comportée. Robert hésita un instant, regardant sa fille, puis Carmen, qui observait tendue depuis la cuisine. Carmen pouvait voir la lutte interne se dérouler dans l'esprit de Robert, révéler ses découvertes sur Isabelle, ou maintenir le statu quo pour éviter la confrontation. La tension dans l'air était palpable, et Carmen réalisa que les prochains mots de Robert détermineraient l'avenir d'Isabelle. « C'était tranquille », répondit finalement Robert, sa voix trahissant une hésitation que Marguerite capta immédiatement. Isabelle regarda son père avec une expression qui mêlait espoir et peur, comme si elle comprenait que son salut dépendait de son courage à affronter la vérité. Marguerite sourit avec une satisfaction apparente, mais Carmen vit quelque chose de sinistre briller dans ses yeux. « Parfait », dit Marguerite en s'approchant d'Isabelle avec des mouvements prédateurs. « Maintenant, il est temps de revenir à notre routine normale, n'est-ce pas, ma chérie ?» Elle posa une main possessive sur l'épaule de la fillette, et Carmen vit Isabelle se raidir sous son contact. La menace n'était pas verbalisée, mais elle était clairement présente dans le geste et le ton de la voix de Marguerite. Cette nuit-là, Carmen entendit des bruits troublants venant de la chambre d'Isabelle. Des murmures durs et ce qui semblait être des pleurs étouffés. Elle savait que Marguerite réaffirmait son contrôle sur la fillette, la punissant probablement pour les moments de bonheur qu'elle avait connus en l'absence de sa belle-mère. Carmen réalisa avec une horreur croissante que la situation d'Isabelle pourrait s'aggraver considérablement maintenant que Marguerite soupçonnait que quelque chose avait changé pendant son absence. Ce que Carmen ne savait pas, c'est que Marguerite avait remarqué bien plus que ce qu'elle laissait paraître, et qu'elle préparait une riposte qui serait plus cruelle et définitive que tout ce qu'elle avait fait auparavant. Le lundi suivant apporta une atmosphère de tension que Carmen pouvait sentir dans l'air, comme de l'électricité avant un orage. Marguerite était revenue de son voyage avec une énergie différente, plus prédatrice et alerte, comme si ses instincts de contrôle étaient en état d'alerte maximale. Pendant le petit déjeuner, elle observait Robert et Isabelle avec des yeux qui semblaient disséquer chaque geste. Chaque regard échangé entre le père et la fille, cherchant des preuves de changement qui confirmeraient ses soupçons. Robert, de son côté, luttait visiblement pour maintenir la normalité. Ses interactions avec Isabelle étaient devenues chargées d'une nouvelle conscience du potentiel de sa fille, mais il n'avait pas encore le courage d'affronter directement Marguerite au sujet de ses découvertes. Carmen observait cette danse délicate de dissimulation et de tension, sachant que la situation devenait insoutenable et que quelque chose devrait bientôt céder. Isabelle semblait percevoir le changement dans la dynamique de la maison. La fillette était revenue à son état de repli antérieur, mais Carmen remarqua de petits signes que l'expérience du week-end avait laissé des traces positives. Isabelle regardait occasionnellement son père avec une expression qui suggérait le souvenir des moments heureux qu'ils avaient partagés, et parfois elle bougeait les lèvres silencieusement, comme si elle s'entraînait à prononcer des mots qu'elle n'osait pas dire à voix haute. La première explosion eut lieu le mardi, lorsque Marguerite surprit Robert en train de parler à voix basse avec Isabelle dans le jardin. Elle s'était approchée silencieusement et avait entendu des bribes de la conversation unilatérale où Robert lui parlait de son travail, utilisant le même ton doux qu'il avait découvert le week-end. Marguerite intervint avec un sourire glacial qui ne trompait personne sur ses véritables intentions. « Chérie, tu ne devrais pas perdre ton temps à parler à Isabelle de cette façon, » dit-elle d'une voix douce qui portait du venin. « Les médecins ont été clairs sur ses limitations. Tu ne fais que t'illusionner et créer des attentes impossibles. » Robert regarda sa femme et Carmen vit quelque chose changer dans son expression, une étincelle de résistance qui n'existait pas auparavant. « Peut-être devrions-nous chercher un deuxième avis, » suggéra-t-il avec hésitation. « Il se pourrait que... » Marguerite coupa ses mots avec un rire qui sonna comme du verre brisé. « Robert, mon chéri, nous sommes déjà passés par là avec les meilleurs spécialistes du pays. Le docteur Henri Mercier est reconnu internationalement. Tu veux remettre en question l'autorité médicale en te basant sur quoi? Les espoirs d'un père désespéré? » Ces mots étaient calculés pour frapper exactement là où Robert était le plus vulnérable, sa culpabilité et son insécurité en tant que père. Carmen observa comment Robert se tassa légèrement face aux mots de Marguerite, mais elle remarqua aussi qu'il ne recula pas complètement comme il l'aurait fait auparavant. La graine du doute
avait été planté et grandissait, malgré les efforts de Marguerite pour l'étouffer. Isabelle resta silencieuse pendant l'échange, mais Carmen vit comment ses yeux se déplaçaient entre les adultes, comprenant clairement qu'on discutait d'elle et que sa vie dépendait de l'issue de cette tension. Cet après-midi-là, lorsque Robert partit pour le bureau, Marguerite convoqua Carmen pour une conversation privée dans le bureau de la maison. L'atmosphère était chargée d'une autorité intimidante, avec Marguerite assise derrière le bureau en acajou comme un juge prêt à prononcer une sentence. « Carmen » commença-t-elle d'une voix contrôlée, qui dissimulait mal la colère sous-jacente, « j'ai l'impression que vous avez influencé mon mari avec des idées inappropriées sur Isabelle. » Carmen sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda son sang-froid. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, Madame Fournier. » Marguerite se pencha en avant, ses yeux se plissant dangereusement. « Ne me prenez pas pour une idiote. Robert n'avait jamais remis en question le diagnostic d'Isabelle avant votre arrivée. Maintenant, tout à coup, il parle de deuxièmes avis et observe des comportements qui n'existent pas. » L'accusation flotta dans l'air comme une lame. Carmen réalisa qu'elle était en terrain dangereux, mais elle savait aussi que reculer maintenant serait abandonner Isabelle au destin cruel que Marguerite avait prévu pour elle. « Monsieur Dubois ne fait que montrer l'amour naturel d'un père pour sa fille, » répondit Carmen prudemment. « N'importe quel père remettrait en question des diagnostics s'il voyait des possibilités d'amélioration. » Marguerite rit, mais le son n'avait rien d'amusant. « Des possibilités d'amélioration ? Carmen, vous êtes une employée de maison, pas un médecin. Isabelle est une enfant avec de graves handicaps qui nécessitent des soins spécialisés que seul moi peux lui fournir. Toute interférence extérieure est préjudiciable à son bien-être. » Elle fit une pause dramatique avant de continuer. « J'espère que vous comprenez votre place dans cette maison et que vous cesserez de semer de faux espoirs. » Carmen quitta le bureau avec la certitude que Marguerite se doutait de bien plus que ce qu'elle laissait paraître. La menace avait été subtile, mais claire. Toute tentative de continuer à révéler la vérité sur Isabelle entraînerait des conséquences sévères. Carmen réalisa qu'elle devait accélérer ses efforts pour documenter des preuves et convaincre Robert avant que Marguerite ne trouve un moyen de la réduire au silence de façon permanente. Le comportement de Marguerite envers Isabelle s'intensifia considérablement dans les jours qui suivirent. Carmen fut témoin d'épisodes de cruauté psychologique qui allaient au-delà de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Marguerite commença à administrer les médicaments d'Isabelle à des doses qui semblaient plus élevées, justifiant toujours à Robert que Isabelle était plus agitée et avait besoin de médicaments supplémentaires pour son propre bien-être. L'effet des médicaments sur Isabelle était visible et troublant. La fillette devenait léthargique pendant des heures, sa réactivité aux stimuli auditifs diminuait considérablement et elle semblait exister dans un état de semi-conscience qui brisait le cœur de Carmen. C'était comme si Marguerite effaçait chimiquement tout progrès qu'Isabelle avait fait le week-end, la forçant à retourner à l'état de silence qui servait les desseins de la belle-mère. Robert remarqua le changement dans le comportement d'Isabelle, mais Marguerite était prête avec des explications. Il est normal que les enfants dans sa condition aient des périodes de plus ou moins grande réactivité, expliquait-elle avec une autorité médicale fabriquée. Le docteur Mercier m'en a averti. Les médicaments aident à stabiliser ses humeurs et à prévenir des épisodes d'angoisse inutiles. Carmen prit une décision désespérée. Lors d'une des absences de Marguerite pour un engagement social, elle filma secrètement Isabelle dans son état médicamenteux, puis des heures plus tard, lorsque l'effet des médicaments s'était partiellement dissipé, elle filma à nouveau, montrant un enfant plus alerte et réactif. La différence était choquante et fournissait une preuve visuelle qu'Isabelle était maintenue artificiellement dans un état de déficience. Le moment de vérité arriva un jeudi, lorsque Robert rentra tôt du travail avec un mal de tête intense et trouva Isabelle seule dans le salon, Marguerite étant partie pour un autre de ses déjeuners caritatifs. Carmen saisit cette occasion unique et s'approcha de Robert avec une détermination renouvelée. « Monsieur Dubois, je dois vous montrer quelque chose de très important. S'il vous plaît, donnez-moi juste 5 minutes. » Carmen montra les vidéos comparatives à Robert, expliquant ses soupçons sur la médication excessive et ses effets sur Isabelle.
Robert regarda dans une horreur silencieuse et croissante, voyant sa fille passer d'un état quasi catatonique à des moments de clarté et de réactivité qui contredisaient complètement le diagnostic qu'il avait accepté pendant des années. « Mon Dieu », murmura-t-il, « qu'est-ce qu'on lui fait ?» L'impact de ces révélations sur Robert fut dévastateur. Il réalisa qu'il avait confié sa fille aux soins de quelqu'un qui lui nuisait systématiquement, là maintenant dans un état artificiel d'incapacité pour servir des objectifs qu'il commençait à peine à comprendre. La culpabilité qu'il ressentait était écrasante, mais pour la première fois, elle était dirigée là où elle devait l'être, non pas vers son inadéquation en tant que père, mais vers sa négligence à protéger Isabelle de celle qui aurait dû prendre soin d'elle. Robert prit une décision qui surprit Carmen par sa fermeté. « Je ne donnerai plus aucun médicament à Isabelle sans confirmation médicale indépendante. Et je vais prendre rendez-vous avec d'autres spécialistes immédiatement. » Carmen sentit une vague de soulagement et d'espoir, mais aussi de peur des représailles, qui viendraient certainement lorsque Marguerite découvrirait que son contrôle sur Isabelle était contesté. Cette nuit-là, Robert suspendit discrètement tous les médicaments d'Isabelle, les remplaçant par des vitamines inoffensives d'apparence similaire. Carmen l'aida à surveiller les réactions de la fillette, et tous deux furent impressionnés par la rapidité avec laquelle elle commença à montrer plus de vivacité et de réactivité. C'était comme si Isabelle émergeait d'un brouillard chimique qui l'avait maintenue prisonnière pendant trop longtemps. Le test décisif eut lieu le 2e jour sans médication, lorsque Robert s'assit par terre à côté d'Isabelle et commença à murmurer des histoires sur sa mère à voix très basse. Isabelle ne se contenta pas de tourner la tête en direction de son père, mais elle émit aussi de petits sons qui semblaient être des réponses aux éléments émotionnels du récit. Lorsque Robert mentionna le nom « Maman Lucie », Isabelle réagit clairement, faisant un son qui se rapprochait d'une tentative de répéter le nom. Carmen filma discrètement ce moment historique, Isabelle essayant de former des mots pour la première fois en présence de son père. Ce n'étaient pas des mots clairs, mais c'étaient des tentatives sans équivoque de communication verbale qui prouvaient de manière concluante qu'elle possédait des capacités qui avaient été criminellement supprimées. Robert pleura ouvertement en réalisant que sa fille essayait de lui parler, luttant contre des années de conditionnement qui lui avaient appris à rester silencieuse. Le moment de triomphe fut interrompu par le son de la porte d'entrée se fermant avec force. Marguerite était rentrée plus tôt que prévu de son engagement, et Carmen sentit un frisson de terreur en réalisant qu'elle et Robert avaient été surpris au milieu de leur enquête secrète. Les pas de Marguerite résonnaient dans le couloir en direction du salon où ils se trouvaient, et Carmen vit la panique dans les yeux d'Isabelle lorsque la fillette reconnut les sons qui annoncèrent le retour de sa tortionnaire. « Robert ?» La voix de Marguerite résonna dans le couloir, chargée d'un soupçon qu'elle n'essayait plus de dissimuler. « Qu'est-ce que vous faites en bas ?» Carmen et Robert échangèrent des regards désespérés, réalisant que le moment de la confrontation finale était arrivé avant qu'il ne soit complètement préparé. Isabelle regarda son père avec des yeux qui imploraient sa protection, et Robert réalisa que les prochains mots qu'il choisirait détermineraient non seulement l'avenir de sa fille, mais aussi s'il aurait enfin le courage d'affronter la vérité qui était sous ses yeux depuis si longtemps. Marguerite entra dans le salon avec des mouvements félins, ses yeux captant immédiatement la scène devant elle. Robert assis par terre à côté d'Isabelle, Carmen trop proche pour n'être qu'une observatrice occasionnelle, et une atmosphère d'intimité familiale qui n'existait pas avant son départ. Son sourire mondain resta figé, mais Carmen vit ses pupilles se contracter dangereusement tandis qu'elle évaluait la situation. « Quelle scène adorable !» dit Marguerite, sa voix mélodieuse portant une froideur qui fit automatiquement se recroqueviller Isabelle et s'éloigner de son père. « Robert, tu sembles très occupé avec Isabelle. Aujourd'hui, une occasion spéciale ?» Ces mots sonnaient comme un interrogatoire déguisé en conversation anodine, et Robert sentit le poids du soupçon dans l'air comme une lame sur sa gorge. Robert se leva lentement, essayant de gagner du temps pour formuler une réponse qui ne révélerait pas prématurément ses découvertes. « Je passe juste un peu de temps avec ma fille, » dit-il, mais sa voix trahit une tension que Marguerite capta immédiatement. Carmen réalisa que Robert n'était pas encore prêt pour la confrontation totale,
et son hésitation pourrait être désastreuse pour Isabelle. Marguerite s'approcha d'Isabelle avec des mouvements calculés, posant une main possessive sur l'épaule de la fillette qui se mit immédiatement à trembler. Isabelle a l'air fatiguée, observa-t-elle avec une fausse préoccupation. Il est peut-être temps de prendre ces médicaments de l'après-midi. Carmen, pourriez-vous aller chercher les remèdes dans la salle de bain, s'il vous plaît? C'était un ordre déguisé en demande, et Carmen sentit son estomac se nouer en réalisant que Marguerite reprenait le contrôle de la situation. En fait, intervint Robert avec un courage qui le surprit lui-même, j'ai parlé au docteur Mercier aujourd'hui et il a suggéré une pause dans les médicaments pour réévaluer le dosage. Le mensonge sortit de sa bouche avant qu'il ne puisse se censurer, mais Marguerite ne fut pas dupe une seule seconde. Ses yeux se plissèrent jusqu'à devenir des fentes glaciales. « Comme c'est intéressant », répondit lentement Marguerite, chaque mot chargé de menace. « Le docteur Mercier ne m'a mentionné aucun changement quand je lui ai parlé hier. En fait, il a souligné l'importance de maintenir la médication rigoureusement à jour. » La confrontation se cristallisait et Carmen sentit l'air dans la pièce devenir suffocant avec la tension croissante. Robert réalisa qu'il avait été pris en flagrant délit de mensonge, mais quelque chose au cours des dernières semaines avait éveillé en lui une détermination qui n'existait pas auparavant. « Peut-être devrions-nous chercher un deuxième avis », dit-il avec plus de fermeté. « Isabelle a montré des réactions qui me font me demander si le diagnostic actuel est complet. » Ces mots furent comme une bombe, explosant dans le silence tendu de la pièce. Marguerite resta complètement immobile un instant, traitant ce qu'elle venait d'entendre. Quand elle parla à nouveau, sa voix avait complètement perdu sa prétention de douceur. « Robert, je m'inquiète pour toi. Cette obsession pour des diagnostics alternatifs n'est pas saine. Tu t'accroches à des fantasmes parce que tu ne peux pas accepter la réalité de la condition d'Isabelle. » Elle fit une pause, observant comment ces mots affectaient Robert, avant de continuer avec une cruauté calculée. « Exactement comme tu n'as pas pu accepter le départ de Lucie. » Le coup fut précis et dévastateur. Robert recula comme s'il avait été physiquement frappé, et Carmen vit toute la confiance qu'il avait bâtie au cours des dernières semaines s'effondrer face à la manipulation psychologique de Marguerite. Isabelle, percevant la tension émotionnelle autour d'elle, commença à faire de petits sons d'angoisse qui ne passèrent inaperçus d'aucun des adultes présents. Marguerite remarqua immédiatement la réaction vocale d'Isabelle, et Carmen vit quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. « Isabelle est clairement agitée par toute cette discussion, » dit-elle avec une autorité renouvelée. « Carmen, allez chercher les médicaments immédiatement. Et Robert, nous devons parler en privé. » Ce n'étaient pas des demandes, mais des ordres directs qui montraient clairement qui contrôlait réellement cette maison. Carmen hésita à la porte partagée entre obéir à l'ordre et protéger Isabelle. Robert était clairement ébranlé par les paroles de Marguerite, perdu dans des souvenirs douloureux de Lucie que Marguerite avait délibérément évoqués. À ce moment de vulnérabilité, Isabelle fit quelque chose qui changea tout. Elle se leva avec difficulté et marcha jusqu'à Robert, posant ses petites mains sur le visage de son père. « Pas, murmura Isabelle avec un effort visible, sa voix faible mais indéniablement réelle. C'était le premier mot clair qu'elle avait prononcé en présence de Robert, et le son traversa le silence de la pièce comme un éclair. Robert regarda sa fille avec un choc absolu, des larmes se formant immédiatement dans ses yeux. Carmen sentit son cœur s'accélérer de triomphe et de terreur à parts égales. Marguerite resta paralysée un instant, son masque de contrôle glissant complètement. Son visage se tordit en une expression de fureur qui révéla sa vraie nature pour la première fois en présence de Robert. « C'est impossible », siffla-t-elle, sa voix perdant toute prétention de civilité. « Elle ne peut pas parler. Elle n'a jamais parlé. » Isabelle, effrayée par l'intensité de la réaction de Marguerite, se serra contre Robert et répéta plus clairement « Papa, aide-moi !» Les mots sortirent avec difficulté, mais ils étaient sans équivoque réel et chargés d'une terreur qui fit enfin comprendre à Robert l'étendue de ce qui se passait sous son nez. Sa fille pouvait non seulement parler, mais elle demandait sa protection. La transformation de Robert fut instantanée et complète. Toutes les années de manipulation, tous les doutes sur sa capacité en tant que père,
toute la culpabilité que Marguerite avait soigneusement cultivée s'évaporèrent face à la réalité simple et dévastatrice. Sa fille demandait de l'aide contre sa propre belle-mère. Il enveloppa Isabelle dans ses bras protecteurs et fixa Marguerite avec une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Qu'as-tu fait à ma fille ?» demanda Robert, sa voix basse, mais chargée d'une fureur contenue qui fit même reculer légèrement Marguerite. Depuis combien de temps savais-tu qu'elle pouvait parler? Depuis combien de temps la réduisais-tu au silence? Carmen observa fascinée comment la dynamique du pouvoir dans la pièce s'était complètement inversée en quelques secondes. Marguerite tenta de reprendre le contrôle, revenant à sa persona manipulatrice. « Robert, tu es clairement perturbé. Isabelle ne peut pas parler, ce doit être une sorte de spasme vocal ou... » Mais ses explications sonnaient désespérées et peu convaincantes face à la preuve évidente qu'ils venèrent de voir. Isabelle, toujours dans les bras de son père, regarda directement Marguerite et dit avec une clarté qui choqua tout le monde « Elle fait mal, elle est méchante ». Les mots enfantins portaient un poids de vérité qui trancha à travers des années de mensonges et de manipulation. Robert eut la nausée en comprenant que sa fille avait été capable de dénoncer sa belle-mère depuis le début, mais n'avait jamais eu l'occasion d'être entendue. Marguerite réalisa que son monde soigneusement construit s'effondrait rapidement. Sa réaction fut d'attaquer avec la cruauté désespérée d'une prédatrice acculée. « Tu crois vraiment un enfant perturbé contre moi ?» cria-t-elle, toute prétention de sang-froid abandonnée. « Je me suis occupée de cette aberration quand tu étais trop occupé par ton travail pour t'en soucier. J'ai sacrifié ma vie pour une famille qui ne m'apprécie même pas. » Le masque était complètement tombé, révélant la vraie Marguerite, une femme aigrie et cruelle, qui voyait Isabelle non pas comme un enfant ayant besoin de soins, mais comme un obstacle à ses propres objectifs. Robert la regarda comme s'il voyait une étrangère, réalisant à quel point il avait été aveugle aux véritables intentions de la femme qu'il avait épousée. Carmen, sentant que c'était le bon moment pour tout révéler, s'approcha avec son téléphone en main. « Monsieur Dubois, j'ai des preuves enregistrées de ce qu'Isabelle est capable de faire quand elle n'est pas sous médication excessive. Non seulement elle peut parler partiellement, mais elle comprend bien plus que quiconque ne l'imaginait. » Marguerite tenta d'intercepter le téléphone, mais Robert la bloqua avec une autorité renouvelée. Les vidéos que Carmen montra furent dévastatrices. Robert vit sa fille réagir au son, essayer de former des mots, faire preuve d'une intelligence et d'une compréhension qui contredisaient complètement des années de diagnostics médicaux. Plus important encore, il vit la différence nette entre Isabelle sous médicaments et Isabelle sans les sédatifs que Marguerite lui avait administrés. La preuve était irréfutable. Sa fille avait été maintenue artificiellement dans un état d'incapacité. « Tu la droguais ?» dit Robert, sa voix tremblant de rage contenue. « Tu maintenais ma fille dans un état quasi catatonique pour... Pourquoi ? Pour qu'elle ne puisse pas dénoncer comment tu la traitais ?» Marguerite ne répondit pas, mais son expression coupable confirma tous les soupçons de Robert. Isabelle, se sentant plus en sécurité dans les bras de son père, continua d'essayer de parler. Elle disait des choses méchantes, disait que papa ne voulait pas de moi. Les mots sortaient avec difficulté, mais chacun d'eux était comme un coup de poignard dans le cœur de Robert. Il comprit que Marguerite avait systématiquement détruit toute chance de connexion entre lui et Isabelle, nourrissant l'enfant de mensonges cruels sur son propre amour paternel. La situation dégénéra lorsque Marguerite, réalisant qu'elle avait perdu tout contrôle, fit une tentative désespérée pour récupérer Isabelle. Elle se déplaça rapidement vers l'enfant, mais Robert la bloqua complètement, protégeant sa fille de son propre corps. « Tu ne la toucheras plus jamais », dit-il avec une fermeté qui n'admettait aucune discussion. « Je veux que tu quittes cette maison immédiatement. » Marguerite rit avec amertume. « Tu ne peux pas me chasser, c'est aussi ma maison, et Isabelle a besoin de soins médicaux que seul moi peux lui fournir. Sans moi, tu n'es même pas capable de lui donner ses médicaments correctement. » Mais ces menaces sonnaient creuses face à la transformation qui s'était opérée chez Robert. « Les seuls soins médicaux dont Isabelle a besoin, répondit Robert avec une détermination absolue, sont ceux de vrais médecins qui n'ont pas été corrompus par toi. Et quand t'as quitté la maison, tu vas découvrir à quelle vitesse je peux régler ça. » Carmen vit comment Robert avait enfin trouvé sa force en tant que père et protecteur, une force que Marguerite avait passé des années à essayer de supprimer.
Cette nuit-là, après que Marguerite se soit retirée dans la chambre principale dans une fureur silencieuse, Robert s'assit avec Isabelle, sur ses genoux pour la première fois depuis des années. Carmen observa le père et la fille se reconnecter à travers des mots murmurés et des caresses douces, témoignant de la guérison d'une relation qui avait été presque détruite par la manipulation cruelle d'une femme sans scrupules. Mais Carmen savait que la guerre était loin d'être terminée. Marguerite n'abandonnerait pas facilement son contrôle sur la famille Dubois, et ses prochaines actions seraient encore plus désespérées et dangereuses maintenant que son vrai caractère avait été exposé. Les 3 jours qui suivirent la révélation qu'Isabelle pouvait parler furent transformateurs pour la famille Dubois, mais aussi remplis d'une tension qui grandissait comme une tempête approchant. Robert avait pris des mesures immédiates pour protéger sa fille, engageant une sécurité privée pour la demeure et entamant les procédures légales de séparation avec Marguerite. Mais celle-ci n'avait pas quitté la maison en silence comme prévu, se réfugiant dans la chambre principale et n'en sortant que pour passer des appels murmurés qui laissaient Carmen profondément inquiète. Isabelle s'épanouissait de jour en jour sans la médication excessive. Ses mots venaient lentement mais avec une clarté croissante, et Robert passait des heures assis avec elle, dans le jardin, écoutant ses tentatives de raconter les années de souffrance silencieuse qu'elle avait endurées. Chaque révélation brisait un peu plus le cœur de Robert, mais renforçait aussi sa détermination à obtenir justice pour sa fille, et à s'assurer qu'elle ne revivrait plus jamais cet enfer. Carmen était devenue un témoin crucial dans la constitution du dossier contre Marguerite. Ses vidéos et ses notes détaillées fournissaient des preuves irréfutables de l'abus psychologique et de la médication inappropriée. Mais elle sentait aussi le poids des regards venimeux que Marguerite lui lançait chaque fois que leurs chemins se croisaient dans la maison. Il y avait quelque chose dans la posture de Marguerite qui suggérait qu'elle préparait quelque chose, une vengeance finale qui ferait payer tout le monde pour avoir détruit ses plans. La première consultation avec un nouveau spécialiste fut fixée à un jeudi. Le docteur Édouard Lambert était un neurologue pédiatrique respecté qui n'avait aucun lien avec le docteur Henri Mercier, le médecin qui avait posé le diagnostic initial d'Isabelle. Robert était nerveux, mais plein d'espoir en conduisant vers la clinique, avec Isabelle assise sur la banquette arrière, émettant de petits sons mélodieux qui ressemblaient à des chansons sans paroles. Le docteur Lambert examina Isabelle avec une patience et une méticulosité qui contrastaient radicalement avec les consultations rapides et superficielles qu'elle avait connues auparavant. Il testa son audition avec des équipements modernes, observa ses réactions à différentes fréquences sonores et mena des évaluations neurologiques qui révélèrent un tableau complètement différent de ce qui figurait dans son dossier médical. « Monsieur Dubois, » dit le docteur Lambert après 3 heures d'examen, Isabelle souffre d'une condition appelée perte auditive sélective des basses fréquences. Elle peut parfaitement entendre les sons graves et moyens, mais a des difficultés avec les fréquences élevées. Cela expliquerait pourquoi elle ne répondait pas aux tests traditionnels, qui utilisent généralement des tons aigus. Robert sentit un mélange de soulagement et de fureur en entendant la confirmation que le diagnostic précédent était complètement erroné. Le médecin continua avec des révélations encore plus troublantes. De plus, j'ai trouvé des résidus de sédatifs dans le sang d'Isabelle, à des doses que je considérerais excessives pour un enfant de son âge et de son poids. Ces médicaments ont pu contribuer de manière significative à son apathie apparente et à son manque de réactivité. Robert eut la nausée en comprenant l'étendue de ce que Marguerite avait fait à sa fille. Le docteur Lambert recommanda une thérapie orthophonique intensive et un suivi psychologique pour aider Isabelle à surmonter le traumatisme de ces années de silence forcé. Avec le traitement approprié, assura-t-il, Isabelle peut développer une communication verbale quasi normale. Elle démontre déjà une compréhension linguistique avancée et des capacités cognitives qui contredisent complètement le diagnostic précédent. Lorsque Robert rentra à la maison avec ces nouvelles, il trouva l'atmosphère dans la demeure encore plus tendue qu'à son départ. Carmen l'accueillit à la porte avec une expression inquiète. « Monsieur Dubois, Marguerite a été au téléphone toute la matinée, et j'ai entendu des bribes de conversation qui m'ont beaucoup inquiété. Elle a mentionné quelque chose à propos de mesures extrêmes et de protéger ses intérêts. » Robert sentit un frisson d'appréhension. Marguerite s'était montrée capable de cruauté qu'il n'aurait jamais imaginée,
Et maintenant qu'elle perdait tout, elle pourrait devenir encore plus dangereuse. Il décida d'accélérer les procédures légales et d'augmenter les mesures de sécurité, mais il sous-estima la rapidité avec laquelle Marguerite agirait. Cette nuit-là, alors que Robert travaillait dans son bureau, organisant la documentation médicale pour les poursuites judiciaires, Marguerite apparut à la porte avec une expression mêlant désespoir et détermination dangereuse. Elle était élégamment vêtue, comme si elle allait sortir, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui poussa Robert à se positionner automatiquement entre elle et la porte menant au reste de la maison. « Je suis venu te dire au revoir », dit Marguerite d'une voix contrôlée qui ne trompait personne sur ses véritables intentions. « Et te faire une dernière offre. » Robert la regarda avec méfiance, réalisant qu'elle n'était pas vaincue comme elle l'avait semblé ces derniers jours. « Quelle offre ?» demanda-t-il prudemment. Marguerite s'approcha lentement, les mains cachées derrière son dos. « Tu peux garder Isabelle et tes illusions sur sa guérison, mais si tu poursuis ces procédures, si tu essaies de me détruire publiquement, je garantirai qu'Isabelle ne prononcera plus jamais un mot. » La menace fut prononcée avec une froideur qui glaça le sang de Robert. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Robert, mais il se doutait déjà de la réponse. Marguerite sourit avec une cruauté qui révélait la profondeur de sa méchanceté. « J'ai des contacts médicaux qui peuvent garantir qu'Isabelle soit internée dans une institution spécialisée, diagnostiquée avec des épisodes psychotiques nécessitant une médication lourde et un isolement. Qui croirait les paroles d'un enfant mentalement instable contre une femme respectée de la société ? Robert réalisa que Marguerite avait passé les derniers jours non pas à planifier une fuite, mais une vengeance élaborée qui transformerait à nouveau Isabelle en prisonnière, cette fois dans une institution où elle serait droguée jusqu'au silence total. La menace était trop réelle et spécifique pour être écartée comme le désespoir d'une femme vaincue. « Tu bluffes, » dit Robert, mais sa voix trahit son incertitude. Marguerite rit avec satisfaction en réalisant qu'elle avait semé la graine de la peur. « Le docteur Mercier me doit quelques faveurs, et il a des collègues dans des institutions qui ne poseront pas beaucoup de questions sur un enfant à problème qui a besoin de soins spécialisés. Imagine Isabelle de nouveau sous médicaments, mais cette fois loin de toi, où ses tentatives de parole seront interprétées comme des délires. » Le scénario que Marguerite dépeignit était un cauchemar qui donna le vertige à Robert. Sa fille, qui venait de trouver sa voie, réduite au silence de façon permanente dans une institution où elle serait traitée comme folle pour avoir tenté de communiquer. C'était une cruauté qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé que Marguerite était capable de concevoir. « Que veux-tu » demanda Robert, sentant qu'il négociait avec le diable en personne. Marguerite s'approcha davantage, ses yeux brillants d'un triomphe anticipé. « La moitié de tes biens, une pension alimentaire à vie substantielle et un accord de confidentialité qui me protège de toute poursuite. En échange, je laisse Isabelle en paix et je disparais de vos vies. » Robert était partagé entre protéger Isabelle immédiatement et trouver un moyen de détruire Marguerite de façon permanente. Il savait que céder au chantage signifierait laisser une femme dangereuse libre de nuire à d'autres enfants, mais il risquait aussi la sécurité de sa propre fille. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il, essayant de gagner du temps pour penser. « Tu as jusqu'à demain midi, » répondit Marguerite avec une autorité renouvelée. « Après ça, je passerai les appels nécessaires et Isabelle sera dans une ambulance spécialisée avant que tu ne puisses intervenir. J'ai des relations qui rendent cela possible. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Ah, et Robert, si tu tentes de m'arrêter ou d'impliquer les autorités, je m'assurerai qu'Isabelle souffre encore plus avant d'être emmenée. » Après le départ de Marguerite, Robert resta seul dans son bureau, face à la décision la plus difficile de sa vie. Carmen entra discrètement, ayant entendu des bribes de la conversation. « Monsieur Dubois, elle bluffe. Ça ne peut pas être si facile d'interner un enfant. » Mais Robert connaissait le pouvoir des relations de Marguerite dans le milieu médical et social, et il savait qu'elle était capable de manipuler le système pour obtenir ce qu'elle voulait. Robert passa la nuit éveillé, alternant entre vérifier Isabelle dans sa chambre et essayer de trouver une solution qui protégerait sa fille sans céder aux exigences de Marguerite. Carmen resta à la maison pendant la nuit, veillant également et aidant Robert à surveiller tout mouvement suspect. Le lendemain matin, Robert prit une décision qui surprit même Carmen.
Au lieu de céder au chantage ou de tenter de fuir avec Isabelle, il décida de tout risquer dans un plan qui exposerait complètement Marguerite, mais qui mettrait aussi Isabelle en danger immédiat. C'était un pari désespéré, mais le seul moyen de garantir que Marguerite ne pourrait plus jamais nuire à sa fille ou à tout autre enfant. Robert appela le docteur Lambert et lui expliqua la situation, demandant de l'aide pour documenter officiellement les menaces de Marguerite et établir l'incompétence du docteur Mercier. Mais pendant qu'il parlait au téléphone, Carmen observa par la fenêtre une ambulance blanche s'approcher lentement de la demeure, 2 heures avant l'échéance fixée par Marguerite. « Monsieur Dubois », dit Carmen d'une voix urgente, interrompant son appel. « Ils sont déjà là. Marguerite n'a pas attendu votre réponse. » Robert regarda par la fenêtre et vit des hommes en uniforme descendre de l'ambulance, portant une civière et des documents officiels. Marguerite avait mis sa menace à exécution avant même l'expiration du délai, s'assurant que Robert n'aurait pas le temps de réagir adéquatement. La bataille finale pour l'âme d'Isabelle était sur le point de commencer, et Robert réalisa que les prochaines minutes détermineraient si sa fille serait sauvée ou perdue à jamais dans les profondeurs d'un système médical corrompu que Marguerite avait manipulé avec une précision diabolique. Robert sentit le monde s'effondrer en voyant les hommes de l'ambulance s'approcher de la porte d'entrée avec des documents qui semblaient trop officiels pour être remis en question. Marguerite apparut derrière eux avec un sourire triomphant qui révélait comment elle avait soigneusement orchestré ce moment. Carmen courut chercher Isabelle, qui jouait dans sa chambre, inconsciente du danger qui approchait rapidement. « Monsieur Dubois », dit le chef des ambulanciers, un homme corpulent à l'expression professionnelle mais froide, « nous avons un ordre d'internement d'urgence pour Isabelle Dubois, signé par le docteur Henri Mercier. La mineure présente des épisodes psychotiques qui nécessitent une évaluation immédiate en milieu contrôlé. » Robert tenta d'examiner les documents, mais Marguerite intervint avec une autorité fabriquée. « Isabelle a eu une crise grave hier soir », mentit Marguerite avec une conviction étudiée. Elle parlait toute seule, criait à propos de gens qui n'existent pas, essayait de se faire du mal. Robert niait la réalité par amour paternel, mais je ne pouvais pas permettre qu'un enfant souffre à cause de la réticence émotionnelle de son père. Ces paroles sonnèrent convaincantes pour les ambulanciers, qui n'avaient aucune raison de douter de la version d'une femme apparemment inquiète. Robert tenta de protester, mais il réalisa qu'il était dans une situation impossible. Toute résistance serait interprétée comme une confirmation de la version de Marguerite sur son instabilité émotionnelle. Les documents semblaient légitimes, et les hommes avaient l'autorité légale d'emmener Isabelle même contre la volonté de son père. C'était exactement le piège que Marguerite avait construit avec une précision diabolique. Carmen amena Isabelle dans le salon et la fillette perçut immédiatement la tension dans la pièce. Elle se cacha derrière Carmen, ses yeux se remplissant de terreur en voyant Marguerite la pointer du doigt, tout en parlant à des inconnus en uniforme. « Papa !» murmura Isabelle, sa voix tremblante de peur. « Je ne veux pas partir. » Les paroles d'Isabelle étaient exactement ce que Marguerite attendait. « Vous voyez, dit-elle de façon dramatique aux ambulanciers, l'enfant a une autre crise. Ces hallucinations où elle croit pouvoir parler normalement font partie de sa condition psychotique. Le docteur Mercier a expliqué que les enfants ayant ces problèmes développent souvent des comportements compensatoires qui déroutent les parents. » Robert ressentit un désespoir absolu en voyant comment Marguerite transformait les progrès réels d'Isabelle en preuve de maladie mentale. Chaque mot que sa fille prononçait était utilisé contre elle, confirmant le faux récit que Marguerite avait construit. C'était une cruauté qui surpassait tout ce qu'elle avait fait auparavant. Mais à ce moment de désespoir total, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le docteur Édouard Lambert arriva à la demeure avec une équipe de spécialistes et un représentant du Conseil de l'Ordre des médecins. Robert l'avait appelé pendant la nuit, et le médecin avait passé la nuit à enquêter sur les qualifications et les antécédents du docteur Mercier, découvrant des irrégularités qui changeaient complètement la donne. « Je suis désolé d'interrompre », dit le docteur Lambert avec une autorité qui capta immédiatement l'attention de tous dans la pièce, « mais il y a de sérieuses questions sur la légitimité de cet internement. » Il s'adressa au chef des ambulanciers, montrant des documents officiels. Le docteur Henri Mercier fait l'objet d'une enquête du Conseil de l'Ordre des médecins
pour diagnostic frauduleux et prescription inappropriée de médicaments contrôlés à des mineurs. Marguerite pâlit visiblement, mais tenta de garder son sang-froid. « Docteur Lambert, je ne sais pas quelles informations erronées vous avez reçues, mais le docteur Mercier est un professionnel respecté qui s'occupe d'Isabelle depuis des années. » Sa voix trahissait une nervosité croissante alors qu'elle réalisait que son plan soigneusement élaboré s'effondrait. Le docteur Lambert sourit froidement. « En fait, Madame Fournier, nous avons découvert que le docteur Mercier a un historique de diagnostic douteux qui profite à des laboratoires pharmaceutiques spécifiques. Isabelle est l'un des 12 enfants à avoir été incorrectement diagnostiqués par lui au cours des 5 dernières années, tous traités avec le même cocktail de médicaments coûteux et inutiles. » La révélation frappa la pièce comme une bombe. Le représentant du Conseil de l'Ordre s'approcha de Marguerite avec une expression qui n'admettait aucune discussion. « Madame Fournier, nous avons des preuves que vous avez collaboré consciemment à des pratiques médicales, frauduleuses, y compris l'administration de médicaments contrôlés sans prescription adéquate et l'abus psychologique sur mineurs. » Robert observa, fasciné, comment Marguerite tentait de se dérober aux accusations, mais le docteur Lambert avait apporté des preuves irréfutables. Carmen avait fourni ses vidéos et ses notes, qui furent corroborées par des examens médicaux indépendants et des enquêtes financières révélant des paiements suspects entre Marguerite et le docteur Mercier. Plus important encore, continua le docteur Lambert en s'agenouillant à la hauteur d'Isabelle, cette petite fille non seulement n'a aucun problème psychotique, mais elle démontre des capacités cognitives et communicatives qui ont été criminellement supprimées. Il s'adressa gentiment à la fillette. « Isabelle, peux-tu me dire ton nom complet ?» Isabelle regarda nerveusement Marguerite, puis Robert, qui l'encouragea d'un sourire. « Isabelle Dubois, » dit-elle clairement, sa voix gagnant en confiance. « Mon papa m'aime et Marguerite est méchante avec moi. » Les mots sortirent avec une clarté qui réduisit complètement au silence les objections de la belle-mère. Le chef des ambulanciers annula immédiatement l'internement, réalisant qu'il avait été manipulé dans un stratagème frauduleux. Marguerite tenta une dernière manœuvre désespérée, affirmant que Robert était un père négligent qui avait exposé Isabelle à des influences néfastes, mais ces accusations sonnèrent creuses face aux preuves médicales et aux témoignages clairs de l'enfant elle-même. « Madame Fournier, » dit le représentant du Conseil de l'Ordre avec une autorité finale, « vous faites l'objet d'une enquête officielle pour collaboration à des pratiques médicales frauduleuses, maltraitance d'enfants et tentative d'internement forcé sur la base de documents falsifiés. Je vous recommande de chercher une représentation légale immédiatement. » Marguerite regarda autour d'elle dans la pièce, réalisant qu'elle avait complètement perdu. Son plan de chantage s'était retourné contre elle. Robert, Isabelle, Carmen et même les ambulanciers qu'elle avait manipulés voyaient maintenant sa vraie nature. Sans prononcer un mot de plus, elle quitta la demeure, sachant qu'elle ne pourrait plus jamais y revenir. Dans les mois qui suivirent, la vie de la famille Dubois fut complètement transformée. Isabelle s'épanouit grâce à la thérapie orthophonique et au suivi psychologique, développant une communication verbale qui surprenait tous les spécialistes. Son intelligence naturelle, enfin libérée des drogues qui la supprimaient, brillait dans chaque conversation qu'elle avait avec son père. Robert devint le père qu'il aurait toujours dû être, consacrant un temps réel à sa fille et découvrant la joie de la voir grandir. Il réduisit considérablement ses heures de travail, donnant la priorité aux moments qu'il avait manqués pendant des années de négligence émotionnelle. La culpabilité qu'il portait se transforma en motivation pour être meilleur chaque jour. Carmen resta avec la famille, non seulement comme employée, mais comme une figure quasi maternelle pour Isabelle. Son courage à exposer la vérité avait sauvé un enfant et détruit un système médical corrompu qui nuisait à d'autres familles. Elle devint une défenseure reconnue des droits des enfants ayant des besoins spéciaux. Le docteur Henri Mercier perdit sa licence médicale et fit face à des poursuites pénales aux côtés de Marguerite, qui fut condamnée pour maltraitance d'enfants et complot médical. D'autres familles, qui avaient été lésées par le même stratagème, obtinrent justice et plusieurs enfants furent réévalués et reçurent un traitement approprié. La demeure des Dubois, autrefois silencieuse et froide, résonnait maintenant de rires et de conversations animées. Isabelle développa une passion pour la musique,
en particulier le piano, un talent que sa mère Lucie avait toujours prédit. Robert engagea des professeurs particuliers et transforma une pièce de la maison en studio de musique où Isabelle passait des heures à explorer des mélodies qui semblaient venir directement de son âme. Un après-midi ensoleillé de printemps, 2 ans après les événements traumatisants, Robert et Isabelle étaient dans le jardin de la demeure, que Carmen avait transformé en un paradis coloré de fleurs et de plantes. Isabelle, maintenant âgée de 6 ans et parlant couramment, racontait des histoires élaborées sur ses poupées pendant que Robert écoutait avec une attention totale. « Papa », dit soudain Isabelle, interrompant son récit pour regarder directement dans les yeux de son père, « tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Robert sentit des larmes de joie se former, tandis qu'il serrait sa fille dans ses bras. « Je t'aime aussi, ma princesse, plus que tous les mots du monde ne pourraient l'exprimer. » Isabelle sourit avec l'innocence retrouvée d'un enfant qui avait surmonté des traumatismes inimaginables. Carmen a dit que maman Lucie serait fière de la façon dont je parle maintenant. Tu penses qu'elle peut m'entendre? Robert regarda le ciel bleu, se souvenant de sa femme partie trop tôt pour voir sa fille s'épanouir. « Je suis sûr qu'elle peut t'entendre, » répondit Robert avec conviction, « et je sais qu'elle est heureuse parce que ta voix a enfin été trouvée. » Isabelle hocha la tête, satisfaite, et retourna à ses jeux, son rire musical remplissant le jardin d'une joie qui avait été réduite au silence pendant trop longtemps. Carmen observait depuis la fenêtre de la cuisine, souriant en voyant la transformation complète dont elle avait été témoin. Un enfant qui avait été réduit au silence par la cruauté chantait maintenant librement. Un père qui s'était perdu dans la culpabilité vivait maintenant avec un but renouvelé. Une famille qui avait été presque détruite par la manipulation prospérait maintenant dans un amour sincère. Le soleil se couchait sur la demeure des Dubois, jetant une lumière dorée sur le père et la fille qui continuaient de jouer dans le jardin. Le silence forcé avait été remplacé par des conversations chaleureuses. La souffrance avait cédé la place à la guérison. Et Isabelle Dubois, la fillette que tout le monde croyait muette, parlait maintenant avec une voix qui portait toute la force de son parcours de résilience. Cette nuit-là, lorsque Robert mit Isabelle au lit, elle murmura une dernière question qui toucha son cœur. « Papa, est-ce que d'autres enfants comme moi seront aidés aussi ?» Robert l'embrassa sur le front et promit « Oui, mon amour, ta voix ne t'a pas seulement sauvé toi, mais elle aidera beaucoup d'autres enfants à trouver la leur. » Isabelle s'endormit avec un sourire serein, sachant qu'elle était en sécurité, aimée, et enfin libre d'être exactement celle qu'elle avait toujours été destinée à être. Et Robert, observant sa fille dormir paisiblement, comprit que parfois, les plus grandes victoires viennent du moment où l'on trouve le courage d'écouter les voix qui ont le plus besoin d'être entendues.